Bonjour à toutes et à tous. Au cœur de la profession, les avis comptables de l'ordre, décryptage. Voilà le sujet qui va nous réunir pendant une petite demi-heure. L'institution ordinale renoue avec une pratique qui avait été abandonnée ces dernières années. Le Conseil national de l'ordre des experts comptables a décidé de se prononcer, de rendre des avis comptables. Et c'est donc ce sujet qui va nous passionner pendant une demi-heure. Hubert Tondeur, bonjour à vous. Bonjour Gabi. Merci d'être avec nous. Président de la toute nouvelle commission de droit comptable. On a évidemment des questions à vous poser sur cette commission. Et la première, c'est d'abord, quelle est la vocation, quelle est la mission, la raison d'être de cette commission que vous présidez ? Et la raison d'être, c'est de renouer avec ce qui a été une pratique historique du Conseil supérieur, de donner des avis, des recommandations sur des pratiques comptables au gré de l'actualité, puisque les textes comptables évoluent, l'autorité des normes comptables produit une documentation comptable à mettre en œuvre, et donc les confrères, les consoeurs s'interrogent sur comment mettre en place ces nouveaux textes. Et d'autre part, de façon générale, on rencontre tous les uns les autres des problématiques comptables sur nos dossiers, et donc il est légitime que chaque confrère, chaque consoeur puisse nous interroger, que l'on puisse leur apporter une réponse opérationnelle, pratique et rapide sur les sujets comptables. Alors, j'ai entendu que le Conseil national de l'ordre des experts comptables avait pour ambition de revenir sur la scène comptable. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, revenir sur la scène comptable, on ne l'a quand même jamais quitté, la scène comptable, mais revenir par, une commission qui se prévaut, de pouvoir rendre de façon autonome. Alors, bien sûr aussi avec quand même un peu de concertation avec nos confrères commissaires aux comptes, mais en toute autonomie, de pouvoir répondre à des sollicitations de l'ensemble des professionnels de la comptabilité sur les sujets qu'on évoquait précédemment et qui peuvent les intéresser, et surtout dans une temporalité qui est la prise de décision rapide, répondre à leurs besoins de façon immédiate. La réactivité pour être toujours plus utile aux professionnels du chiffre et du conseil. Comment vous allez travailler ? Comment est-ce que d'abord vous allez identifier les sujets sur lesquels vous allez être amené à vous prononcer et à rendre un avis ? Alors, comment on va travailler de façon assez classique ? On est en train d'instituer une commission avec un certain nombre de confrères et de consoeurs et de permanents du Conseil supérieur. Et on va ensuite identifier, on va s'approprier des sujets, mais on va aussi solliciter l'ensemble des professionnels à nous interroger pour que l'on puisse répondre à leurs attentes. Donc c'est à la fois un processus interactif avec l'ensemble des professionnels, mais c'est aussi à nous d'identifier les problématiques comme on a déjà pu le faire jusqu'à présent sur les deux avis que l'on va présenter un peu plus tard dans l'émission, mais on s'approprie des sujets et on attend aussi que nos confrères nous sollicitent. Et quel est le processus de validation de ces avis ? Il y a bien compris qu'il y a un travail en amont, évidemment, qui va être fait avec les permanents, avec les élus, mais après, comment est-ce qu'on les valide ? Parce qu'ils vous engagent quand même. Ah oui, quand même, un petit peu, puisque ça va être un peu la bonne pratique des professionnels, donc ça nous engage, ça c'est sûr, ça nous engage en tant qu'experts comptables, puis ça va nous engager sur des dossiers aussi vis-à-vis de nos confrères commissaires aux comptes, qui vont valider des pratiques, et on leur objectera que la pratique qui a été mise en place était celle de la commission de droit comptable du Conseil national, donc naturellement ça va nous engager. Le process est assez simple, c'est-à-dire qu'on va travailler de concert donc avec une équipe d'élus, mais aussi d'experts comptables non élus et de permanents, et ensuite il appartient à la commission permanente, donc la commission qui réunit tous les présidents de commission, ou à la session du Conseil supérieur de valider cet avis. Une question que vont se poser les professionnels, est-ce que ces avis s'impose à la profession, comme la loi à suivre et à respecter? C'est pas tout à fait une loi, je dirais que c'est une loi professionnelle, si on peut dire. Donc évidemment, il s'impose au titre de la bonne pratique professionnelle. Alors on va tout de suite entrer, comme vous l'avez dit, dans le concret et évoquer les deux premiers avis qui ont été rendus par cette commission que vous présidez. Et on a sollicité Nicolas Eschenbrenner, qui est le directeur adjoint des études comptables au Conseil national de l'ordre. Et donc, vous allez nous apporter votre expertise et votre soutien pour décrypter ces deux premiers avis. Le premier avis concerne la comptabilisation de l'aide au CPSTI, profession libérale, avocat. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il fallait se prononcer sur cette comptabilisation de l'aide au CPSTI ? Alors parce que c'était arrivé en parallèle de l'aide sur le fonds de solidarité, et donc on a eu des précisions, et notamment avec le texte de l'autorité des normes comptables sur l'enregistrement du fonds de solidarité, et un peu plus tard dans
je dirais, la néfaste période Covid, on a vu apparaître cette aide effectivement à destination des professionnels libéraux et qui était une aide attribuée spécifiquement aux professionnels libéraux, je dirais, en leur nom propre. Et donc se poser la question de savoir comment enregistrer cette opération, notamment du fait de l'interaction entre la comptabilité et la fiscalité. Alors, l'analyse juridique de cette aide a conduit à quelle conclusion? Est-ce que c'est le cotisant ou bien est-ce que c'est l'entreprise qui perçoit l'aide? C'est un peu là le débat. Exactement, parce que nous, comptables, on a coutume de dire que la comptabilité, c'est l'algèbre du droit. Donc on avait besoin de cette analyse juridique à l'origine pour pouvoir trouver une traduction comptable. Et l'analyse juridique que l'on a reçue, c'est que c'est le cotisant, personne physique, qui perçoit cette aide et pas du tout la personne morale. Alors, un avis doit être étayé, il a un fondement juridique. Pardon de vous demander de vous justifier, mais sur quel texte comptable est-ce que vous êtes appuyé pour retenir un traitement comptable que vous allez nous présenter? Eh bien, une fois qu'on avait déterminé l'analyse juridique, on a pu effectivement regarder dans notre référentiel comptable, dans notre PCG, s'il existait un article auquel on pouvait se référer, et au cas particulier, c'est l'article 621-11 pour les spécialistes, qui traite des opérations de mandat, c'est-à-dire des opérations qui sont réalisées pour le compte de. Et là, au cas particulier, dès lors qu'on dit qu'au plan juridique, cette aide, c'est le cotisant qui l'aperçoit et pas la société, la personne morale qui tient la comptabilité, eh bien, c'est bien à cet article-là du PCG qu'il convient de se référer. Alors, vous allez arrêter de ménager le suspense. Quel mode de comptabilisation est préconisé par le Conseil national de l'ordre des experts comptables? Hubert, vous préférez répondre? Oui, allez, si vous voulez. Oui. Mais donc, comme c'est une aide, comme l'a dit Nicolas, qui est attribuée en personne, je dirais, aux cotisants, ça arrive directement sur son compte de l'exploitant, sur son compte courant. Donc ce sera dans un compte de classe 4 s'il s'agit d'un compte courant, dans un compte 108 s'il s'agit d'un compte de l'exploitant. Donc là, tout dépend de la structure juridique dans laquelle on peut exercer son activité professionnelle. Mais comme ce sera comptabilisé dans ce compte courant de son compte de l'exploitant, c'est un intérêt quand même pratique, très opérationnel, c'est que ce compte courant, ce compte de l'exploitant est considéré comme étant un élément d'apport ou de retrait. Et donc dès lors que c'est un élément d'apport, en l'occurrence le CPSTI, l'aide CPSTI, il n'y a pas de fiscalisation et donc il n'y aura pas de retraitements fiscaux puisque ça ne va pas interférer avec les produits de l'activité économique. Donc au plan fiscal, rien à faire. Rien à faire. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas cette aide dans le compte 74? J'ai vu que c'était une préoccupation de certains de vos confrères. Alors oui, c'est une préoccupation parce que, justement, comme le disait Nicolas, si on avait attribué cette aide à l'entreprise en tant que telle, on l'aurait mis dans un compte de subvention et donc dans un compte 74. Et ensuite, si on considère qu'une aide qui est attribuée aux dirigeants, intuitu personae, est dans un compte 74, ça nécessite aussi implicitement de le retraiter fiscalement. Donc cette solution de le mettre dans un compte courant, dans un compte de l'exploitant, c'est une solution pour assurer la déconnexion, je dirais, entre la comptabilité et la fiscalité, de ne pas avoir de retraitement. Donc c'est une solution de simplicité et d'opérationnalité. Alors, ôtez-moi d'un doute, au-delà de cette émission, vos confrères vont pouvoir se pencher sur cet avis à quel endroit, sur quel document, sur quel canal est-ce qu'ils peuvent le retrouver? Mais sur le site du Conseil national. Tout simplement. Tout simplement, avec leur compte expert. Et toute la documentation. Ils peuvent aussi passer un coup de fil à tous les services de l'ordre qui sont à leur disposition. Deuxième avis qui a été donné, puisque ce sont les deux premiers de cette nouvelle mandature, il concerne cette fois la présentation des comptes des associations. Et là encore, même question, quelles étaient les interrogations de vos confrères? Est-ce qu'il y avait des trous dans la raquette et pourquoi vous vous êtes penché sur ce sujet? Alors, des trous dans la raquette de la comptabilité des associations, je ne pense pas, en tout cas je n'espère pas. Alors on va le voir cette année, parce que c'est la première année d'application générale d'un nouveau texte, un texte de décembre 2018, donc qui refond en grande partie la comptabilité des associations et la manière de présenter les comptes des associations. Alors, ça a une conséquence un petit peu particulière, c'est qu'on est dans ce que l'on appelle un changement de référentiel comptable. Et donc, au-delà de l'enregistrement et de la manière dont on va enregistrer les opérations, les valoriser, on a une problématique de présentation générale des comptes. Et donc, la présentation générale des comptes fait qu'on doit présenter un bilan, un compte de résultat et une annexe, et que la comptabilité française, ou en France, mais en général, présente 2 années. Pour assurer la comparabilité des comptes. Pour pouvoir comparer. Tout à fait. Donc l'année N, l'année qui vient de s'écouler, l'année N-1. Évidemment, on comprend assez aisément que si vous changez de référentiel comptable, à un instant T, vous vous retrouvez en N à appliquer le nouveau. Malheureusement, N-1. On ne peut pas comparer des carottes et des navets. Il y a de fortes chances que vous ayez appliqué l'ancien. Donc la question était de savoir, en présentation, ce qu'on appelle une présentation primaire, de
faciale. Est-ce que le N-1, on doit le retraiter avec le nouveau texte, ou est-ce qu'on doit le laisser comme il avait été audité ou présenté l'année précédente, et que l'on doit rajouter une troisième colonne qui viendrait retraiter le N-1 du nouveau règlement. Et les modalités de présentation des premiers états financiers selon ce nouveau règlement n'étaient pas précisées? Pas de manière spécifique, en fait. Un règlement, il a pour objectif de présenter les nouvelles règles, mais cette période de transition dont Hubert vient de parler, cette comparaison entre l'exercice au cours duquel on met en œuvre le nouveau règlement et les comptes comparatifs que l'on met au regard pour justement effectuer cette comparaison, ça, souvent les nouveaux règlements ne le précisent pas de manière très détaillée. Et donc on était un peu, et comme vous l'avez dit, un peu dans l'embarras parce qu'on arrivait difficilement à faire s'enchevêtrer ces deux éléments, ces deux colonnes, et donc on mélangeait un petit peu des choux et des carottes. Alors, quelles sont les solutions qui ont été envisagées? Alors, 3 solutions ont été envisagées. 3 possibilités. Oui. 3 possibilités, mais Hubert va y revenir. 3 possibilités ont été envisagées. La première, on applique ce nouveau règlement au compte 2020, et en comparatif, en 2019, on applique l'ancien règlement. Donc 2 colonnes, nouveau règlement pour N, ancien règlement pour N-1. Première solution. Deuxième solution, c'est la même que la première, mais on intercale une colonne intermédiaire. Et cette colonne intermédiaire, en fait, c'est l'exercice précédent, l'exercice N-1 2019, avec le nouveau règlement. Comme si ce nouveau règlement, on ne l'avait pas appliqué dès 2020, mais dès 2019. Et là, c'est une grande vertu, quand on a la possibilité de le faire, c'est que du coup, on peut comparer notre colonne N-1 2019, nouveau règlement, avec notre colonne N-1 2019, ancien règlement, et se rendre mieux compte des divergences qui sont intervenues. Ça, c'est la deuxième possibilité qui a été envisagée. Et la troisième, je reprends votre terme possibilité plutôt que solution, c'est de n'avoir que 2 colonnes et faire comme si on n'avait jamais appliqué que le nouveau règlement. Donc le nouveau règlement en 2020 et le nouveau règlement en 2019 et pas d'autres informations. Alors, dans ces 3 possibilités, on s'est accordé sur le mot, il y en a une qui doit être écartée. La troisième. La troisième. Donc la troisième qui consiste effectivement à considérer que l'on a toujours appliqué le nouveau texte. Donc on applique le nouveau texte pour son année d'application, c'est-à-dire pour les comptes 2020, mais également pour les comptes 2019. Ça, c'est la méthode, si je puis dire, qui n'est pas possible aujourd'hui, et tout le monde est d'accord. Le plan comptable ne prévoit pas de pouvoir faire ce type de présentation. Alors c'est vrai que c'est un petit peu exceptionnel, pour revenir un petit peu sur le sujet. C'est la première fois que l'on est confronté, dans un environnement assez générique, à ce genre de changement, je dirais global, de référentiel comptable. Donc c'est vrai que c'était un peu une nouveauté, et ça n'était pas précisé de façon totalement, je dirais, claire ou sibylline dans les textes. Donc ça a nécessité cet ajustement. Donc la méthode qui consiste à dire en 2020 et en 2019, j'applique le nouveau texte, ça n'est pas possible. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité de présenter l'année 2020 dans le nouveau texte et de laisser l'année 2019 comme ça avait été produit et éventuellement audité. Il vous appartient ensuite, par contre, dans l'annexe comptable qui est attachée au bilan et au compte de résultat, d'expliquer les modifications, d'expliquer les divergences. Ça, c'est la première possibilité, mais là qui est un vrai choix. Et ensuite, la deuxième possibilité, qui est le choix alternatif, si je puis dire, c'est de faire 3 colonnes, c'est-à-dire de faire le N 2020 dans le nouveau règlement, de laisser le 2019 tel qu'il était et de retraiter le 2019 dans le nouveau règlement. Et là, vous avez l'information la plus complète en présentation. Donc primaire. deux choix possibles. 2 choix. Est-ce que le Conseil national s'est prononcé sur l'un des deux? Non, on n'a pas de choix préférentiel, si je puis dire, parce que ces méthodes préférentielles n'existent plus de toute façon, et ce n'est pas à nous qu'il appartiendrait de le dire. Mais non, il n'y a pas de préférence. Il y a ce qu'il est possible de faire au mieux des contraintes professionnelles, au mieux des outils et au mieux des contraintes du client auquel on a affaire. Voilà pour les 2 premiers avis que vous avez rendus. On va s'intéresser à la suite, puisque d'ores et déjà, vous travaillez sur d'autres avis, et c'est ce qu'on va évoquer tout de suite.
Hubert Tonder, beaucoup de sujets, évidemment. Vous êtes sollicité par vos confrères qui s'interrogent parfois, qui ont des doutes aussi sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Quelquefois aussi, vous vous saisissez vous-même de certains sujets, voire même vous construisez les modalités comptables avec Bercy. On va voir ça. Premier sujet qui est en pleine réflexion chez vous, c'est la réévaluation des actifs. C'est un texte qui émane de la loi de finances et qui modifie les modalités d'imposition de ces actifs. Oui, tout à fait. Donc la loi de finances a introduit une modification dans la pratique de la réévaluation, qui était une pratique existante depuis le début des années 80, donc qui était tout à fait possible déjà de mettre en œuvre, mais qui avait... je dirais l'avantage de ces inconvénients ou l'inconvénient de ces avantages, c'est que la réévaluation, même si elle générait des amortissements fiscalement déductibles dans le temps, générait immédiatement une imposition de la masse réévaluée. Donc, pour prendre un exemple assez simple, comme vous connaissez bien Marseille, si vous avez acheté un immeuble à Marseille il y a 30 ans, il y a de fortes chances que dans votre bilan, il soit à zéro. Pourquoi ? Parce que la comptabilité, c'est de la valeur historique et c'est amorti. Sauf qu'aujourd'hui, il a certainement une valeur un petit peu supérieure à zéro et peut-être certainement supérieure à celle qu'il avait il y a 30 ans. Et donc, vous allez le réévaluer. Donc, de zéro, vous allez passer à 500 000 euros, par exemple. Donc, là, il y a un risque de plus-value imposable sérieux. Enfin, c'est pas un risque. C'est une réalité. Vous avez une réalité de plus-value imposable, sauf si vous aviez accumulé des pertes historiquement, mais admettons que vous n'en ayez pas. Et donc, ça veut dire que, si on prend une règle basique du tiers, ça veut dire qu'il faut sortir en cash 150 000 euros d'imposition sur la plus-value. Donc évidemment, même si ça va vous générer de l'amortissement futur, immédiatement, ça fait une sortie. Et c'est même pas simplement de fiscalisation, c'est surtout de trésorerie. Et je pense que dans l'environnement actuel, la sortie de trésorerie, c'est pas ce que recherchent les chefs d'entreprise. Et donc, le dispositif conduit à pouvoir étaler cette imposition sur 15 ans pour les actifs amortissables, ce qui permet de les... Alors, pas tout à fait les netter, parce qu'il y a de fortes chances que votre actif amortissable soit amorti sur une durée supérieure à 15 ans, mais quand même de répartir dans le temps cette plus-value imposable, et donc de répartir la sortie de trésorerie liée à l'impôt, et peut-être que si vous avez quelques années un peu difficiles, vous pourrez compenser les plus et les moins, ce qui vous fera absolument pas de sortie de trésorerie au titre de l'impôt sur la plus-value. Donc j'imagine qu'il y a des questions très techniques qui se posent, qui vous obligent à vous rapprocher de la direction fiscale. Alors, il y a des sujets qui s'imposent parce que c'est aussi quand même une découverte, c'était quand même, on peut pas dire, une pratique très courante. Donc c'est quelque chose qui est mis sur le devant de la scène, donc ça nécessite d'expliquer. C'est pas nécessairement très très simple à mettre en œuvre, donc ça nécessite aussi une explication de texte, si je puis dire. Les modalités fiscales ayant changé, ça nécessite aussi d'expliquer comment pratiquer, d'essayer de voir quelles sont les articulations, et on n'est plus dans la pratique comptable, mais on est aussi dans le conseil, quelle articulation avec les autres solutions de gestion des actifs, par exemple. Et surtout, un petit sujet là, effectivement, avec la direction de la législation fiscale, liée à, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à des problématiques d'amortissement dérogatoire, donc des amortissements fiscaux qu'on aurait pratiqués et qui resteraient en stock, si je puis dire, au moment de la réévaluation. Et que faire de ces amortissements fiscaux ? Et que faire si on continue à amortir de façon dérogatoire des actifs qui ont été réévalués ? Donc là, vous nous avez parfaitement éclairé sur la problématique. La machine de votre commission va se mettre en route, ou c'est déjà mise en route. On peut espérer un avis à quel horizon ? Alors, elle s'est déjà mise en route en la personne de Nicolas, qui a déjà bien œuvré sur le sujet. Mais on sera contraint quand même par une réponse de la DLF, ou alors, sauf à faire un avis, en disant qu'on attend quand même la réponse de la DLF sur ce sujet des amortissements dérogatoires. Moi, je pense qu'on doit pouvoir sortir un avis sous couvert de la réponse de la DLF et d'apporter une précision une fois que la DLF se sera positionnée, parce qu'il y a d'autres sujets à traiter dans cette problématique générale de la réévaluation. Donc ce serait peut-être un peu dommage de faire attendre la profession. Donc, amis de la DLF, si vous nous entendez. Voilà. Autre sujet sur lequel vous planchez avec la Commission, ce sont des sujets liés aux nouvelles aides qui ont été annoncées par Bercy en soutien aux entreprises, l'aide coût fixe, qui vient en complément du Fonds de solidarité qu'on a évoqué dans une émission précédente. Alors là, c'est une demande qui n'est plus tout à fait du même ordre, ou en tout cas de la même origine, puisque comme vous le soulignez durant l'émission, là c'est une demande de Bercy, qui effectivement a annoncé mettre en place une aide pour des entreprises qui auraient des excédents bruts d'exploitation négatifs, donc de fait des coûts fixes importants et non couverts par les aides actuelles, et notamment par la principale pour couvrir des frais fixes, c'est-à-dire le Fonds de solidarité. Et donc les entreprises
pourrait bénéficier d'un dispositif de couverture complémentaire au fonds de solidarité sur la base de l'EBE négative. Alors, excédent brut d'exploitation négatif, et là ça pose un problème opérationnel, c'est comment déterminer l'excédent brut d'exploitation. Puisque dans cet excédent brut d'exploitation, alors même si on peut le déterminer parce qu'on ouvre n'importe quel bouquin, je dirais, de comptabilité ou de gestion, on va trouver une définition de l'excédent brut d'exploitation, ça c'est pas problématique. Mais à l'intérieur de cette EBE, on a des problématiques de variation des stocks, on a des problématiques de rémunération. Il faut aussi bien préciser comment on va traiter les subventions qu'aurait pu recevoir le FSE qu'on a perçu. Si on a été pris en charge, puisque là aussi, la région PACA, en tout cas la région judiciaire, a pris quelques positions en matière d'assurance. Donc si on a touché des subventions de la part de son assurance, où va-t-on les enregistrer ? Donc ça, ce sont des problématiques qu'il faut préciser. Pourquoi ? Parce qu'il faut sécuriser la situation, c'est-à-dire le niveau de demande auquel l'entreprise va souscrire. Et d'autre part, dans le cadre d'une situation de tiers de confiance de l'expert comptable, cette aide doit être attribuée sur la base d'une attestation de l'expert comptable. Donc si on doit attester du montant de l'aide auquel on aurait droit, autant quand même être bien d'accord sur les termes du sujet. Donc comment calculer cette exploitation, voilà, cette EBE. Est-ce que vous êtes en train de dire que Bercy vous a sollicité pour travailler ensemble avec le Conseil national pour justement préciser les modalités de calcul de l'EBE, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Bercy détermine un cadre général de détermination de l'aide et demande aux experts comptables de définir l'EBE qui sera celle de référence pour le financement, de façon à ce qu'on puisse nous-mêmes attester du montant et que nos clients puissent recevoir l'aide. Précisez-moi, ce n'est pas la question de l'avis, mais cette aide dont on parle, elle concerne les entreprises qui réalisent plus d'1 million de chiffre d'affaires par mois, c'est ça ? Alors, ce que l'on connaît en l'état actuel du texte, c'est qu'effectivement, les entreprises qui réalisent plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois vont être éligibles au dispositif. Mais les entreprises de plus petite taille vont être également éligibles au dispositif, mais sous couvert d'une liste qui sera établie par le gouvernement. Est-ce que vous êtes en train de dire aussi qu'en vous sollicitant et en sollicitant les experts comptables, d'une certaine façon, Bercy montre quand même une sacrée confiance, et sauf erreur de ma part, les entreprises qui vont être concernées n'ont pas forcément un expert comptable. Alors, effectivement, ça rentre totalement dans le champ de réflexion du tiers de confiance. Hein, et donc là, on est clairement identifié comme étant tiers de confiance. Et effectivement, le texte prévoit que les entreprises recours à l'aide d'un expert comptable pour attester de ce montant d'excédent brut d'exploitation. Bien, on voit qu'il y a de nombreux sujets en chantier. Vous avez du travail en tant que permanent, Nicolas. Encore une fois, tous ces avis qui seront rendus au fil de l'eau seront consultables sur le site internet du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Ils seront relayés, j'imagine, aussi sur la revue de la profession, sur le SIC. Et puis, quant à nous, on se donne rendez-vous pour d'autres émissions qui nous permettront d'aborder d'autres avis, pourquoi pas. À très bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de la profession.